Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et Bordeaux. Un match qui aura été ennuyeux, hein. Nous avons tous pris à peu près 30 ans de notre vie après avoir regardé ce match-là. Et donc, il y aura pas forcément beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de trouver des choses à dire, hein. Pour ce faire, j'ai monsieur Grenat Forever qui est avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever? Écoute, ça va. Ça aurait pu aller mieux en cas de victoire, mais on va dire que ça va quand même. Et comment tu as fini mentalement après cette purge de match? Parce que c'était pas simple là, cette Écoute, purge, hein. mentalement, ça a été. J'essaye de trouver, j'essaye de trouver quand même des motifs de satisfaction malgré cette purge. Il y en a quelques-uns, donc bon. C'est pas évident de trouver des On motifs va de dire que je satisfaction. préfère voir le verre à moitié plein que à moitié vide. Je te comprends. En tout cas, donc ça, on va un peu parler effectivement de ce match. Avant de commencer, bien sûr, quelques petites choses. Tout d'abord, certains éléments d'avant-match, vous pouvez les retrouver bien sûr sur la chaîne, hein. On a fait un avant-match qui était apparu le matin du match. Et puis, tout ce que je peux vous dire, c'est bien sûr dans les commentaires me dire un peu ce que vous avez pensé du match. Dire aussi, par exemple, voilà, est-ce qu'il y a une performance qui vous a impressionné ou au contraire déçu. Ce sera une partie intéressante, notamment par rapport au top et flop, hein. Mais bien sûr, utilisez les commentaires pour dire cela. Évidemment, si vous voulez voir les différentes parties de ce débrief, hein, vous êtes dans la description de la vidéo, vous avez toutes les parties du débrief qui vont bien sûr apparaître. Et encore une fois, je vous incite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche des 700 abonnés, une barre assez mythique, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant. Grenade Forever. Parlons tout d'abord du 11 des deux équipes. Parce que Bordeaux, on l'avait dit en avant-match, tu sais, son schéma 4-2-3-1 était vraisemblablement celui qui allait être appliqué. On n'a pas eu de déception à ce niveau-là. On rappelle quand même que Ben Arfa n'était pas là, qui est un peu le sauveur offensif, hein, si l'on veut, de Bordeaux depuis quand même pas mal de matchs. Il y a eu donc certains joueurs de banc qui sont revenus sur le terrain, notamment Madja, hein, Madja qui était présent pour le FC Metz. Pour le FC Metz, Grand Forever, on avait émis quelques hypothèses en termes, tu sais, de 11 possibles. Je crois qu'on avait mis 4 options que vous pouvez retrouver dans l'avant-match où on disait voilà, on peut faire ceci, on peut faire cela. On devait composer, je le rappelle quand même, avec l'absence de Opa Get, annoncé absent pendant 3 semaines, annoncé fin décembre. Évidemment, Udol, Pajot devrait être de retour la semaine prochaine, donc n'était pas présent pour ce match. Évidemment aussi Endoram, dont le retour a été retardé, qui va reprendre la course prochainement. Et on a appris, mais on ne l'avait pas effectivement évoqué dans l'avant-match, puisqu'on avait fait l'avant-match avant l'annonce officielle, mais effectivement, Farid Boulaya, qui annonçait absent pour cause de Covid-19. Hein. Alors bon, annonce quand même qui a eu lieu 5 jours après le Nouvel An. Hein. Grana Forever, hein, voilà, faites votre propre analyse de la situation. Mais ce qu'on veut dire en tout cas, c'est qu'effectivement son absence, qui sera préjudiciable à la fois pour ce match contre Bordeaux, hein, quand on voit ce qui s'est passé notamment offensivement, ça aura aussi un impact pour le match qui aura lieu ce week-end contre Nice, hein, puisqu'il va louper à nouveau un nouveau match, à savoir contre Nice. Et donc, avec tous ces éléments-là, Grenade Forever, on se demandait, est-ce que ça sera Maziz en numéro 10? Est-ce que ce sera peut-être Chipembe qui occupera la pointe? Est-ce que ce sera Yad? Est-ce que ce sera normalement Leia Iseka? Finalement, non seulement on garde le même schéma tactique que tu sais, on a connu depuis le match contre Strasbourg, mais en plus, Maziz, quand même, première titularisation dans ce qui sur le papier était le poste occupé par Farid Boulaya. Ouais, première titularisation pour le Thionvillois. Alors, on pouvait s'y attendre un peu, hein. Moi, je l'avais mis sur Twitter, ça aurait pu être lui ou Chimpembe. Il a privilégié Maziz, étant donné qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques techniques, physiques dans le gabarit. Donc, content. On aurait pu peut-être même penser qu'Antonetti aurait peut-être, pourquoi pas, changé
de système, étant donné que Boulaya était pas là et de nouveau à s'adapter. Au final, il est resté droit dans ses baskets. Il a juste changé un homme pour un homme. Et moi, j'étais content de le voir, Maziz, en tout cas. Bah, c'est vrai que ça fait partie de ces jeunes joueurs que l'on voulait voir, tu sais, sur plus qu'une rentrée en jeu de 10-15 minutes, hein. Alors malheureusement, ça s'est pas toujours bien passé. On se souvient que la titularisation de Pape Matar Sarr s'est malheureusement pas très bien passée, hein, on s'en souvient. Là, Mazis qui démarre, évidemment, on était curieux de cette première en tant que titulaire. Et donc l'autre question, d'un point de vue offensif, c'était de savoir est-ce que Leia Iseka allait être en pointe, est-ce que ça sera plutôt Yad, et qui sera sur le côté. Et finalement, Leia Iseka occupe la pointe, pas forcément avec grande surprise, hein, puisque je pense qu'on se disait que ça allait être certainement l'option choisie au vu de la blessure d'Opa Nget. Sur le côté droit, donc là, on a vu Lamine Gueye. On pouvait peut-être penser, tu vois, à un Wagner ou à un Yad sur le côté gauche, en laissant le côté droit libre. Finalement, on laisse l'option Lamine Gueye pour toujours permettre tu vois, à Thomas Delaine d'exploiter le côté gauche, ce qu'il a évidemment très très bien fait quand même durant ce match, hein. Mais en soi, qu'on a Forever, à part cette question du poste de créateur que Maziz a saisi, pas de surprise dans le schéma, toujours le même schéma que depuis Strasbourg. Et puis le milieu de terrain, voilà, c'était Angban, Maïga. Là aussi, pas forcément de grandes surprises. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est la continuité. Ouais, il est resté. Il change pas un système entre guillemets qui lui a donné satisfaction malgré la défaite à Rennes depuis maintenant un, 2, 3, 5e match. Donc, non, on était content qu'il garde ce système-là. Ce que l'on peut analyser sur ce match. Alors, l'avantage qu'on a Forever, c'est qu'il n'y a pas eu de but. Donc, on va moins s'attarder sur les buts. On va plus s'attarder sur un bilan général de ce match. Si tu veux bien, tu sais, en parlant un peu de l'aspect offensif, l'aspect défensif de la rencontre, en évoquant bien sûr la performance individuelle des joueurs justement dans les différentes phases. Si on commence d'un point de vue, je dirais là où il y a eu peut-être la plus grande satisfaction, l'aspect défensif. Parce que ce système-là, on est d'accord qu'on a Forever, se veut surtout, et dans cette utilisation-là, être un système où on va chercher à pas prendre de but. D'accord. Je dis ça parce que certains m'ont fait la remarque en me disant oui, mais regarde ce qui se passe à l'Atalanta par exemple de Bergame. L'Atalanta de Bergame fait un système où effectivement il y a peut-être 3 défenseurs centraux, mais par contre c'est un système où c'est vraiment assumé on veut marquer plus de buts que l'on encaisse. À Metz, c'est pas du tout la même mentalité. À Metz, c'est plutôt on veut éviter à tout prix de prendre un but, et si on peut mettre un but, c'est jackpot. Mais l'idée vraiment est de conserver à minimum ce point du match nul. Tout autre résultat négatif qu'un match nul est un échec pour Metz. Défensivement, Grenade Forever. Est-ce que... Parce que tu vois, ils vont me dire oui, mais en face, Bordeaux, offensivement, était un peu faible. Individuellement, mais surtout dans l'organisation offensive, hein. Est-ce qu'on a déjoué les Bordelais ou est-ce que c'est Bordeaux qui s'est déjoué lui-même? Je pense un peu des deux. Je pense que Metz a été très solide défensivement, mais Bordeaux a quand même pâti de l'absence d'Atem Ben Arfa. Ça s'est clairement fait sentir. Adli n'a pas eu tout le même rendement. Il n'a pas su faire le lien entre leur ligne de deux milieux défensifs et leur attaquant. Major revenait dans le 11. Tu sentais qu'il était en manque de jus. Mais après, les Messins ont été solides, hein. Braun et Kouyaté n'ont pas laissé beaucoup de miettes à leur vis-à-vis direct. On a bien harcelé quand même. Otavio et Basic n'ont pas eu aussi non plus leur rendement habituel. Donc, je pense un peu des deux. Parce qu'on a vu du déchet offensif, hein, du côté de Bordeaux, hein. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, très marrant, parce qu'on se reconnaît un peu dans leur déchet offensif, mine de rien. Tu vois, on se reconnaît vachement. Tu sais, des fois, les jeux longs, ils ont très souvent fait des fois du jeu long, tu sais, qui aboutissait à rien, qui aboutissait à une touche pour Metz, hein. C'est sûr que t'es un peu plus rassuré
au cours du match, hein, quand tu vois effectivement que Bordeaux n'arrive pas à autant te menacer que ça. Je rappelle que Metz, sur ce match contre Bordeaux, pour rester sur l'aspect défensif, hein, subit 13 tirs durant ce match et il n'y a que 4 tirs de Bordeaux qui ont été cadrés. D'accord. Donc on en est un peu à ce niveau-là. Et c'est vrai que défensivement, les centraux ont fait le taf. Beaucoup d'activités des centraux qui profitent notamment de leur avantage, je dirais, physique, hein, sur des joueurs qui, physiquement parlant, en attaque, sont pas non plus, tu sais, des joueurs qui vont peser. Bien sûr qu'un Maja, un Wang, tu vois, avait du mal à peser offensivement quand il y avait des actions en faveur de Bordeaux. Pour le reste, Grenade Forever, si on va un peu on monte d'un cran, si tu veux, notamment sur le travail des milieux de terrain, là aussi, on va dire, on a encore cette solidité du milieu de terrain avec quand même des ballons qui se récupèrent, hein, qui jouent sur ce double pivot Maïga Angban. On n'est pas, comment dire, on n'est pas encore au point, tu vois, où on est inquiet. Un nouveau match où effectivement tu sens que l'osmose défensif est présente, quoi. Ah bah non, mais au milieu de terrain, moi j'ai bien aimé la partition défensive de Victor Angban. Je trouve qu'il est monté en puissance par rapport à ses derniers matchs à ce niveau-là. Défensivement, Après, oui. je parle défensivement parce que voilà, on sait que il doit peut-être apporter plus dans un autre secteur du jeu, mais il a fait son boulot. Maïga, fidèle à lui-même, en sentinelle, toujours à gratter des ballons. On a encore été très intéressant. On a nos forces et nos qualités et on le fait correctement, quoi. Oui, surtout que défensivement, l'avantage que procure ce système, notamment pour certains joueurs, c'est qu'aujourd'hui, on va beaucoup moins peser aussi défensivement sur les latéraux défensifs, hein, sur leur travail défensif, parce que effectivement qu'un 111 sait très bien défendre, hein. Je vous rappelle qu'il est un des meilleurs intercepteurs de ballon en Ligue 1, c'est pas pour rien, mais c'est vrai qu'il y avait toujours les inquiétudes par rapport à Thomas Delaine sur sa capacité d'impact défensif. Là, c'est vrai que défensivement, comme on le disait déjà lors des matchs précédents, mais le soutien d'un John Boy sur le côté gauche l'aide énormément à réaliser une performance acceptable en défense, quoi. Hein, encore une fois, c'est pas un grand. Défensivement, on sait très bien qu'un Thomas Delaine a des difficultés, mais effectivement, ce système l'aide bien justement et lui permet de s'axer sur l'autre partie du jeu dont on va bien sûr parler après. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que défensivement, mission accomplie, hein, c'est que Metz n'a pas encaissé de but. Et comme j'ai dit précédemment, 4 tirs cadrés subis sur 13 tirs au total. Défensivement, objectif atteint, le système a fonctionné. Maintenant, parlons de ce qui a un petit peu piqué, mon cher Grenade Forever, c'est l'attaque. Parce que là, par contre, l'attaque, on est toujours dans le même problème qu'on avait remarqué, tu sais, après Rennes, c'est que, et je l'avais dit durant le débrief du match de Rennes, c'est... Tu ne peux pas, quand tu as aussi peu d'occasions offensives, parce qu'encore une fois, l'utilisation du système que l'on a fait qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions offensives, évidemment que le peu d'actions offensives que tu as, si tu n'arrives pas à la mettre dedans, l'espoir que tu as derrière de marquer est évidemment très 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 faible. Il y a cette action quand même, il faut un peu parler, c'est vrai que cette chevauchée de Monsieur Thomas Delaine sur le côté gauche, qui réalise un centre, on peut dire qu'il est parfait, hein, tout simplement. Malheureusement, Lamine Gueye, alors oui, c'était Lamine Gueye qui réceptionnait le centre. Lamine qui pas les Yaiseka, on va en parler juste après, mais malheureusement cette action où il se plante totalement dans la transformation même pour un tir cadré. Et c'est un peu le symbole, tu vois, des actions que tu qualifierais d'immanquables et qui sont encore plus immanquables avec un tel système. Tu vois ? Et ça fait un peu... C'est un peu rageant parce que en soi, on a un peu le même sentiment que l'on avait face à Rennes.
C'est-à-dire que tu as peu d'occasions qui sont vraiment concrètes, qui font mal à l'adversaire. Mais par contre, tu te dis que ces occasions-là doivent aller dedans, quoi. C'est vrai que c'est un système où de toute façon on sait qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions. Mais il suffit d'en avoir deux ou trois, d'être réaliste et ça fait comme contre Lens et comme contre Montpellier et tu gagnes. Mais c'est vrai que quand là tu as des occasions comme ça et puis t'as pas forcément après d'énormément de joueurs qui viennent aider dans la surface, c'est compliqué. Ah oui, parce que ça, c'est intéressant que tu en parles. Déjà, le fait que ce soit Lamine Gueye qui ait cette opportunité de but, pour moi, c'est un vrai symbole de ce qui s'est passé durant ce match. C'est-à-dire que, comment t'expliques, toi, que les actions offensives de Metz sur ce match se sont reposées quasi uniquement sur Lamine Gueye, sur Thomas Delaine, surtout sur Thomas Delaine, hein, et quand même à quelques reprises Fabien Santon qui avait l'opportunité de marquer. Ce que je veux dire par là, c'est on a le même problème, c'est le manque d'accompagnement offensif des actions, et tu dis aussi le manque de présence dans la surface. On est d'accord quand même que moi, le seul souvenir que j'ai d'une présence en nombre important dans la surface de réparation, c'était durant les 10 dernières minutes de jeu, quand Metz est passé à 11 contre 10, vu que c'était qui? C'était Zerkan du côté de... Zerkan qui s'est claqué. C'est ça. Qui s'est blessé du côté de Bordeaux et qui donc, comme Bordeaux avait fait tous ces changements, Bordeaux a dû finir la rencontre à 10 contre 11 et bah, l'une des rares fois du match où on a vu Metz être en présence assez importante dans la surface, c'était à ce moment-là. Tout le reste du match, on a vu, mais alors des tonnes de fois, ces centres venant de la droite, ces centres venant de la gauche, trouver quasiment, à part peut-être un joueur, mais tu espères quoi avec le peu de soutien offensif en fait? Tu peux espérer qu'un miracle, mais quand tu vois ça, Grona Forever, c'est qui pour toi le nœud du problème? Est-ce que c'est parce que Iseka aime peut-être à tort, tu vois, décrocher de la pointe, tu sais, des fois pour jouer un peu en pivot, tu sais, pour essayer de remettre à droite à gauche, et donc il n'est pas présent aux avant-postes. Donc est-ce que c'est un Iseka le problème? Est-ce que, parce que je l'évoque, est-ce que c'est peut-être aussi le manque de soutien offensif venant d'un Maziz et d'un Victorien Angban, qui très souvent sont vus comme trop éloignés des actions offensives, tu vois? C'est quoi un peu la problématique sur les actions offensives en fait? Sur ce manque d'impact en fait? Ah bah sur ce match-là d'hier, je dirais un peu des deux, hein. Iseka, qui est un joueur qui va décrocher beaucoup, bah, du coup, si t'as un contre avec tes latéraux qui sont tellement rapides, bah, il a même pas le temps de se remettre dans la surface. Mazis qui était des fois un peu trop loin, qui est pas forcément comme Boulaya, bah, près de la surface, et Angban qui doit être aussi un peu plus haut sur ses phases de jeu. Il l'a été un peu en deuxième mi-temps, mais c'est pas assez. Parce que c'est pas assez, et c'est là où effectivement, alors on a pas mal Le discuté problème, c'est que durant le match. comme on joue tellement bas, dès que nos latéraux ont fait une accélération, le bloc était tellement bas et les latéraux étaient tellement rapides que le temps que les autres se bougent à remonter et que les latéraux étaient déjà quasiment dans la surface, et bah t'avais personne. Oui, mais alors dans ce cas, j'ai une question. Comment tu expliques qu'un Boulaya est capable de le faire, ça, ces montées-là? Parce que, n'empêche, Boulaya lui le fait par contre, quand il est sur le terrain. Et Boulaya, Grenat Forever, on le retrouve, on peut le retrouver au niveau de la ligne médiane, mais on peut le trouver carrément à l'entrée de la surface de réparation de Metz, et il suit quand même les actions. Est-ce que tu penses que, alors dans le cas de Maziz, c'est compliqué parce que Maziz, son premier match en tant que titulaire, peut-être qu'il n'est pas habitué à cet effort physique. Il n'était pas Euh, habitué, puis bon, il a eu du déchet, mais il a quand même essayé Il a quand même essayé, j'ai du mal à lui en vouloir, mais bon. Ouais, mais je passe à côté du fait qu'il a fait quand même un jeu de distribution où il a voulu être présent dans le jeu de distribution. Mais là où un Maziz, on peut comprendre parce qu'il n'est pas habitué à ce genre d'effort, très bien. Mais alors dans ce cas, effectivement, on retourne toujours sur le même problème offensif au niveau du milieu de terrain. C'est de te dire, mais alors dans ce cas, Angban, c'est donc à lui de faire cet effort physique pour aller, tu sais, accompagner les actions. Et là, bah écoute,
Ouais, t'as du ICK qui est problématique parce que lui est censé être vraiment aux avant-postes et on le retrouve pas sur le jeu de centre. On est très souvent Il est lent en aussi, exploité. Seka est aussi très lent, est un joueur qui est lent. Ouais, Ça change dans d'un son placement Opa- offensif, il est lent. Hein. Ouais. ça change d'un Opahengate qui lui est capable déjà de jouer de haut but et que même en décrochant, Opahengate est capable après sur une accélération d'aller tout de suite se replacer dans la surface de réparation, d'avoir cette capacité d'accélération qu'a pas à ce jour un Ronley Iseka. Ouais, et donc comme ICK de la passe, ça oblige les autres à devoir produire un peu un effort important pour compenser, tu vois, ce manque de présence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, sur ce match, la responsabilité du manque de présence offensif, elle incombe à ICK, elle incombe bah, bien sûr à Angban, à Maziz. Lamine Gay, on l'a vu très souvent, Grenade Forever, des fois décroché carrément dans l'axe. Alors qu'il est censé plus être sur le côté droit, combien de fois on a vu un Lamine Gate devant aller aux avant-postes, et l'action dont on a parlé avec le centre de l'aide le montre, où justement un ICK n'était pas là. Et tu vois qu'en fait, le manque de replacement et le manque de suivi de certains joueurs font que bah, ça oblige à s'adapter, mais malheureusement, c'est face en plus à une équipe de Bordeaux qui, par contre, elle, se lance pas à l'abordage. Donc, va créer une situation de surnombre offensif, tu peux pas en fait. C'est pas avec l'un des deux latéraux qui monte et un mec sur le côté droit qui va piquer dans l'axe et un ICK éloigné que tu vas pouvoir menacer offensivement cette équipe de Bordeaux. Et donc là pareil, je pense que malheureusement on n'a juste pas les joueurs à notre disposition qui seraient les plus à même comment dire, d'impacter offensivement l'adversaire parce qu'effectivement t'as pas Enget, t'as pas Boulaya et tu te rends compte qu'aujourd'hui, et ça c'est un fait important, les remplaçants offensifs de Metz, alors on parle, sont pas à la hauteur. Ils le sont pas quand tu vois dans le match avec un ICK titulaire. Ok ? Mais que dire Grenade Forever de ceux qui sont rentrés à la 60e ? Que dire ? Thierry Ambrose, Wagner Diaz, même Warren Chipembe, qui quand même a, dans son entrée en jeu en remplaçant Maziz, là aussi il y a cette volonté d'air de le voir être un peu de le voir apporter offensivement. Quand tu prends tout ça, Grenade Forever, et surtout l'entrée des les trois rentrants qui sont censés être beaucoup plus frais et beaucoup plus dynamiter le match que les adversaires qui eux sont peut-être un peu plus impactés physiquement parce qu'ils ont fait beaucoup plus de minutes durant la rencontre. Mais qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, Grenade Forever, des remplaçants offensifs de Metz ? C'est compliqué. C'est compliqué. Hier, ils avaient quand même une demi-heure pour se montrer. Frédéric Antonetti a carrément changé hein, son trio de devant. Hein, donc, c'est vrai. En sortant Iseka, Gay et puis Maziz. Chimpembe, on l'attend. Ça fait depuis le début de saison qu'on l'attend un peu plus quand il est titulaire ou quand il rentre en jeu. Là, hier, on a eu l'impression. Après, c'est pas un poste où il est forcément habitué, mais tu as l'impression qu'il avait du mal à se situer. Il savait jamais s'il fallait un peu trop monter ou plutôt redescendre à côté de un peu plus proche de ses deux milieux récupérateurs. Alors qu'à 3, Hmm. Chipembe, normalement, c'est faire ça. Alors après, ce qu'il sait, mais pour l'instant, il n'est pas en capacité de le faire à Metz. Pour X ou Y raison, ça je ne sais pas. Mais bon, si Wagner et Ambrose, bon voilà, on sent vraiment un Wagner qui a du mal à retrouver pour l'instant ses capacités physiques. Quoi dire qu'il a des circonstances atténuantes, mais c'est sûr qu'il est encore vachement lourd et lui, il était vraiment à Nancy, il était fort, c'était dans la vivacité, dans les premiers appuis, il faisait des différences que là, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, il est plus capable de le faire. Bien sûr, mais tu dis un truc intéressant et je pense qu'il faut réinsister parce que beaucoup de gens pensent qu'on est un peu dur avec Wagner. On n'est pas dur avec Wagner parce que moi, bien au jour d'aujourd'hui. oui, parce que... et moi, je suis le premier aujourd'hui. J'en suis arrivé à point sur Wagner où en fait, j'ai même plus envie de le considérer dans les histoires de flop machin parce que en gros, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser que Wagner
est un joueur qui... Alors vous allez peut-être me prendre pour... voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, Wagner prépare sa saison prochaine. C'est con à dire, hein, mais aujourd'hui, je pense que Wagner Diaz, il faut arrêter de lui mettre de la pression en lui disant « Ouais mec, par rapport à ce que tu fais à Nancy, t'es pas à la hauteur. Il faut arrêter. Le mec revient de blessure, on le comprend, près d'un an d'absence. Il a juste pas retrouvé encore ses capacités physiques qu'il avait à Nancy. Donc il faut arrêter, je pense aujourd'hui, d'avoir cette exigence que certains peuvent avoir de se dire le mec doit être titulaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de penser cela. Il faut que tranquillement, le mec s'adapte. Bon, déjà, à un nouvel environnement de club. Il faut qu'il retrouve physiquement, sans bousculer ses capacités. Et il faut arrêter de mettre de la pression de performance sur Wagner. Je pense qu'aujourd'hui, il faut en arriver à ce point-là. Et il faut se dire que le gars, au vu de sa préparation, je rappelle quand même que sa préparation d'avant-saison, elle est flinguée quand même. Il reprend pas l'entraînement au mois d'août, le monsieur. Hein, c'est clair. Il faut pas l'oublier ça. Donc aujourd'hui, le fait est que pour moi, il faut arrêter avec ça. Il faut juste qu'il continue ses bouts de rentrée de match sans qu'on lui mette de la pression en termes de performance. Et voilà, et l'idée, c'est de préparer au mieux la saison prochaine. Voilà, il reste 4 mois, il reste 4-5 mois de compétition. 4 mois plutôt, avec, 5 mois si on compte tout le mois de janvier. Il faut que le mec prépare et arrêter de vouloir que le mec soit titulaire. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est que Wagner n'a pas le niveau pour être titulaire à Metz. Comparé aux autres joueurs de l'effectif, si tout l'effectif est à disposition, en enlevant peut-être Onian puisqu'il se reviendra au mois d'avril, aujourd'hui, Wagner, en l'état, ne peut pas prétendre être titulaire à Metz cette saison. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il faut juste préparer la chose et la saison prochaine, on est dans une autre discussion. Mais pour l'instant, voilà, moi, je laisse tranquille Wagner. Je n'ai même plus envie de mettre de la pression sur ses performances. J'ai plus une attente offensive sur lui, tu vois. J'ai laissé ça de côté et je me dis, voilà, on verra l'année prochaine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, bon, Thierry Ambrose, c'est pareil. Thierry Ambrose, le problème, c'est que s'il sait qu'il est sur la sellette, dans le sens où Metz cherche à partir du mois de janvier et pour les prochaines semaines, jusqu'à la fin du mercato, un point de chute pour Thierry Ambrose. Bah, c'est pareil, Ambrose, il va se dire, mon investissement au FC Metz, est-ce que je dois autant m'investir que ce que je devrais faire? C'est vrai que quand tu vois les rentrées, même de Thierry Ambrose, où tu me faisais la remarque que Antonetti, très souvent, remontait un peu les bretelles à Ambrose sur le terrain, quoi. Ah bah ça, il l'a encore dit 2-3 fois, on l'a entendu hier. Thierry, arrête de regarder tes chaussures, regarde le jeu. Et pourtant hier, j'ai trouvé dans ses déplacements, il a essayé d'être combatif, il a essayé de s'arracher, mais t'as l'impression qu'il s'était plus courir pour courir et pas vraiment courir à bon escient en fait. Ah oui, ça je suis d'accord que on le voit essayer de s'arracher, même que des fois quand il s'arrachait, il était poussé par Antonetti quand on voulait s'arracher. Et ça c'est une très bonne chose. Je suis pas en train de dire que le mec avait les mains dans les poches, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui on attend. En fait, il fait des efforts, mais beaucoup d'efforts dans le vide. Ouais, voilà, ça sera un peu des conseils comme des efforts dans le vide, même si quand tu fais un effort de pressing, c'est pas un effort dans le vide, c'est un effort défensif qui est important. Mais on attend aujourd'hui un effort offensif de Thierry Ambrose, et aujourd'hui on l'a absolument pas. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que depuis le début de la saison, quand on regarde les rentrées en jeu des joueurs, la rentrée en jeu qui nous a tous, tu sais, éclaboussé, c'était la rentrée en jeu de Yad contre Montpellier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aimerait presque on veut que tous les rentrées en jeu de joueurs offensifs côté messin, ce soit la rentrée en jeu de Yad contre Montpellier. Yad et Ngat aussi au moment-là qui étaient. Yad et Ngat aussi, mais surtout Yad, vu que Yad en plus est décisif, tu sais, notamment dans le dernier but de Metz contre Montpellier. Mais nous, on veut que les rentrants offensifs soit à ce niveau-là d'impact. Et aujourd'hui, Ambrose, pour les raisons que l'on a évoquées, n'est pas dans cette dimension-là. Wagner Diaz, pour les raisons que l'on a évoquées, n'est pas dans cette dimension-là. Warren Chipembe, je pense qu'encore une fois, on est dans la même question, c'est-à-dire d'un joueur qui
est encore timide dans son jeu offensif. Encore une fois. Et après, la question, c'est en fait, leur adaptation à l'heure actuelle dans l'effectif de Metz, elle n'est pas simple. Et donc, on en arrive effectivement à cette conclusion que j'ai dit au début, c'est que les remplaçants offensifs côté messin sont très, 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 très loin de la satisfaction dont on espérait. Mais, encore une fois, il y a des circonstances quand même atténuantes à justifier. Juste pour terminer sur ce point-là, Grona Forever, parce qu'il faut parler, puisqu'on parle de l'aspect offensif des choses, terminons sur une note très positive en parlant des latéraux défensifs. Enfin, les latéraux défensifs. Les pistons, entre guillemets, qui ont joué sur le côté de ce système, à savoir Santons et Thomas Delaine. Bon, heureusement qu'ils sont là, les deux-là, hein, offensivement, sur ce match. Ah oui, surtout Thomas Delaine. Sur le match là hier a été impressionnant hier. Toutes ces courses ont amené des situations dangereuses, que ce soit une occasion franche ou des situations avec le centre en première mi-temps. Défensivement, elle n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais il l'a fait plutôt correctement. Mais c'est vrai que dans ce système-là, il s'éclate. Hein. On le voit clairement. C'est quasiment plus un ailier gauche qu'un latéral. Et exactement. Ça, dans ce système-là, il s'éclate. C'est un système fait pour lui. Il profite aussi des circonstances qui font qu'Udol s'est blessé au moment où on a changé de système. Tant mieux pour Thomas Delaine qui continue comme ça dans ce système-là. Et quand Udol reviendra, on verra bien les choix qui seront faits. Mais en tout cas, pour l'instant, il prouve que voilà, dans un système comme ça, il a des qualités et on est content qu'il les démontre. Ouais, franchement, on en parlera après dans les top et flop. Hein. Mais Thomas Delaine, je suis très content que. On parle. Non, je dis juste que je suis très content que ce système, qui, je rappelle, n'est pas une innovation tactique pensée, mais plutôt une solution à un problème, notamment qui dépendait de l'absence de beaucoup de joueurs. Hein. Je rappelle qu'on a choisi la moins pire des solutions, plus qu'une révolution vraiment pensée. Et Thomas Delaine, il se trouve que c'est ce système-là où il s'exprime très très bien, contrairement à un système notamment à 4 défenseurs. Mais, et c'est une très bonne chose d'avoir un joueur à ce niveau-là. Santons, lui, qui a peut-être un peu plus de tâches défensives, mais aussi offensivement à apporter, bien sûr. Il y a des opportunités de placement dans ce match. Je crois qu'il fait 3 tirs dans ce match, si j'ai bien relevé mes notes. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Et j'ai fait un tweet dessus en disant à la fin du match que faut vous rendre compte que les latéraux ont plus apporté offensivement pendant 90 minutes que les 3 rentrants de la 60e. Il faut que vous vous rendiez compte, c'est que et surtout c'est qu'à la fin du match, c'était encore les latéraux qui apportaient plus offensivement que les rentrants de la 60e, quoi. C'est ça. Et donc c'est très très bien qu'ils fassent ça, mais c'est terrible qu'il n'y ait que eux qui fassent ça, qui apportent offensivement durant ce match. Donc c'est un petit peu pour terminer sur cette pointe positive et de saluer bien sûr le travail offensif des latéraux sur ce match. On a fait un peu le tour, je dirais, des différents éléments défensifs, offensifs sur ce match. On va aller maintenant sur le classement. Quel est le bilan à retenir de ce match nul et l'impact au classement, avec notamment la vision des autres résultats pour voir si ça a bougé. Le FC Metz Grona Forever qui descend d'une place, hein, avec ce 24e point obtenu, 11e place. Brest qui a gagné, qui est repassé devant le FC Metz à la 10e place, et donc nous gardons cette distance de 1 point avec Bordeaux. À noter quand même que du côté de Nice, on a perdu avec une défaite 2-0 contre Brest. Saint-Etienne a fait nul contre le Paris Saint-Germain, donc plutôt un bon résultat quand même pour eux. Ils se maintiennent dans ce, du bon côté, hein. Même ils rattrapent un tout petit peu Nice qui a perdu. Sinon, en autre résultat, Reims 0-0 contre Dijon.
dans le match un peu du Vacon juste derrière nous. Strasbourg a fait un très très bon résultat en battant Nîmes 5-0. Nantes nul contre Rennes 0 partout. Et enfin, l'autre résultat qui nous intéressait, il y a deux autres résultats, pardon. Défaite de Lorient 5-2 contre Monaco. Donc Lorient qui à l'heure actuelle est à 12 points, c'est-à-dire à 12 points derrière nous. Donc là aussi, ça ralentit dans la zone de relégation. Et enfin, dernier mauvais résultat pour Nîmes, hein, qui a perdu donc effectivement voilà, 5-0 comme je l'ai dit. Et qui, là aussi, compliqué, toujours à 12 points de nous. Bon, ben, c'était peut-être un coup d'épée dans l'eau pour pas mal d'équipes. Hein, dans ce wagon, tu sais, des équipes du haut de la deuxième partie de tableau. Et donc, pour l'instant, on se maintient toujours du bon côté. Hein. Pour l'instant, on se maintient du bon côté. Bon, après, c'était hier, c'était un match de reprise. On a vraiment senti que c'était un match de reprise. C'est vrai. Pour les équipes comme ça. Donc, on s'en tire pas trop mal. On récupère un point sur le 20e et le 19e. Parce que oui, hein, on continue à regarder quand même derrière nous et pas devant nous. On va jouer Nice, hein, qui est une équipe encore dans notre entre guillemets, dans notre championnat. Donc, c'est ça. Donc ça va être un match pas simple. Bien sûr, c'est intéressant sur le papier, malgré les absents. On aura un avant-match, bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas. On va en parler en détail de ce match contre Nice. D'ailleurs, qui sera un nouveau match à domicile. Un nouveau match à domicile, et on sait combien c'est compliqué, il l'avait dit Antonetti, souvent quand tu as deux matchs à domicile, de gagner les deux. Bon, là, on n'a pas gagné le premier. Si on avait la bonne idée de gagner le deuxième, 4 points sur 6, ça sera une très bonne semaine. C'est ça. En tout cas, on en reparlera en détail dans l'avant-match qui sera en ligne généralement le matin de la rencontre. Donc vous aurez toutes les informations à ce moment-là. On termine par le top et flop, hein, pour terminer en beauté. Top et flop de cette rencontre entre Metz et Bordeaux. Au niveau des flops, c'est quoi ton choix ? Alors, je mettrais. J'ai pas envie de mettre les remplaçants parce que ils ont joué une demi-heure, donc je mettrais Aaron Leia Iseka. Malheureusement, on va encore dire qu'on lui tape dessus, mais normalement, Opa n'est pas là, Farid n'est pas là. Il a l'occasion encore une fois de se montrer. C'est qu'il est prêté, Nian est blessé. Malheureusement, il n'a pas l'impact qu'on aimerait qu'il ait. Alors certes, il a marqué 2 buts, mais c'est 2 buts sur penalty, parce que sinon, dans le jeu, c'est compliqué à le trouver. Je trouve qu'il a beaucoup de déchets. C'est vraiment compliqué pour Aaron Iseka pour l'instant. Écoute, je vais dans ton sens. Hein. C'est à nouveau une performance en tant que titulaire qui malheureusement ne se passe pas forcément bien dans le contenu. Même si tu l'as souligné, il a pu marquer quand même lors de certains pénaltys. Je rappelle quand même que les pénaltys étant une malédiction côté SMS depuis le début de saison, il a quand même balayé cette malédiction à lui tout seul. Mais effectivement, des déchets dans le jeu qui m'empêchent d'avoir, je dirais, une sorte d'empathie que je pourrais avoir, par exemple, pour un Wagner Diaz qui, pour les raisons évoquées, n'est pas forcément à la hauteur, et pareil pour Thierry Ambrose. Et donc, à partir de là, effectivement, je vais aller dessus. Si on regardait autre part, juste pour info, mais un Maziz a fait plutôt une performance que je considère comme correcte pour une première titularisation. Donc je sais que certains avaient peut-être une question dessus. Certains aussi ont dit, Grenade Forever, que Lamine Gueye, c'est compliqué parce que Lamine Gueye, pour moi, a plus se porté offensivement sur ce match qu'un Leia Iseka. Oh, mais bien sûr. Hein. donc je peux pas vous laisser dire que Lamine Gueye mériterait d'être le flop. Donc je suis comme toi, je vais dire Leia Iseka pour le flop de ce match. Dernier point pour terminer en beauté, pour terminer sur une pointe de positif. Les tops, ou plutôt le top. Je vais te laisser dire le nom parce que je sais que tu es content de le mettre en top. Qui est ton top ? Bien sûr, il n'y a pas photo. Hier, je pense, hein, on a tous vu, tout le monde sera d'accord avec moi ou avec nous, selon qui tu vas mettre, pour dire que Thomas Delaine est le top sur ce match. Il n'a pas raté grand-chose hier. Toutes les occasions franches qu'on a eues viennent de lui. Hein. Ça frappe en deuxième mi-temps, le centre qui peut amener le but en première mi-temps. Il a fait un match plein. Il profite de l'absence du Dol pour se montrer, pour peut-être mettre le doute dans la tête de Frédéric Antonetti. Donc il le fait très bien.
Il est bientôt en fin de contrat. Ça joue aussi dans la tête des dirigeants messins, ce genre de performance, si on doit le prolonger ou pas. Donc, je suis content pour lui. C'est un bon mec. Contre Lyon, il avait touché le fond et franchement, il s'est bien remis en question et là, il s'éclate dans ce système-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, je suis honnêtement très content de pouvoir dire qu'effectivement, pour moi, Delaine, c'est un top sur ce match. Je suis très content parce que je l'ai beaucoup critiqué et je pense que c'était justifié dans le système à 4 défenseurs. Parce que quand il est latéral gauche dans un système à 4 défenseurs, on voit qu'il a des carences défensives qui sont malheureusement préjudiciables pour le FC Metz. Là, ce système qui était une solution un peu bricolée, mais qui s'est révélé être bon, bah, est aussi bon pour lui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on demande, et tu l'as très bien dit à un moment donné, qu'on t'a dit qu'on le considère presque comme un ailier, on demande à Delaine de menacer offensivement l'adversaire, et il a été la principale, pour moi, menace offensive côté messin sur ce match contre Bordeaux. Et donc, moi, je suis très content de le voir épanoui, de le retrouver une certaine confiance, qui, je le rappelle, a commencé à s'effriter énormément la saison dernière, déjà vers la fin de la phase aller, mais surtout, tu sais, au début de la phase retour, notamment ce fameux match absolument épique contre Rouen. Là, c'est très bien de le voir comme ça. Après, certains vont me dire oui, mais attendez, c'est quand même, on parle quand même d'un top, c'est un latéral sur ce match. Oui, mais il faut le souligner. C'est une très bonne performance. Et donc, je suis content que ce système-là, effectivement, lui permette de s'exprimer offensivement. Juste une petite mention très rapide parce que ça va être, c'est pas souvent que je le dis. J'ai apprécié aussi la performance de Victor Angban. Alors, pas au point d'en faire un top, et on l'a très bien dit, Grenat Forever, que son manque d'apport offensif est un problème pour lui. Par contre, dans l'aspect récupération, dans l'aspect, comment on appelle ça, participation ou transmission, tu sais, beaucoup quand il décale la balle sur le côté, quand des fois il temporise en attirant des adversaires sur lui, qui réussit quand même à se défaire, il faut le souligner, ça a été plus une bonne performance qu'une moyenne performance pour Victor Angban sur ce match-là. Pas une performance au point de le mettre en top, mais à souligner que c'était une bonne performance de Victor Angban, même si on aimerait qu'il soit un peu plus offensif. On le dit chaque semaine, et ça se répète, mais quand quelqu'un fait plus de choses bien que de choses moins bien, je pense que ça mérite de le signaler. Et donc c'était effectivement à signaler, c'était une petite mention très rapide à faire. Je pense que nous avons fini Grenat Forever de parler de ce débrief du match entre Metz et Bordeaux. Merci à toi d'avoir participé à ce débrief. Oh bah merci à toi. Hein. Pour les autres, ceux qui nous écoutaient, bien sûr, utilisez les commentaires pour un peu nous dire voilà, votre top et flop pour ce match. Bien sûr, votre impression générale de la rencontre. Hein, n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans ce projet qui est la Maison du Grenat. On se retrouvera, bien sûr, pour l'avant-match de la rencontre entre Metz et Nice. Donc, il devrait incessamment s'organiser sous peu de notre côté. Normalement, donc le match qui, comme vous savez, est censé être diffusé, j'ai noté à 21h. D'accord, 21h le 9 janvier, donc samedi 9 janvier à 21h. Donc le matin du match, l'avant-match sera disponible. Normalement, si tout se passe bien. Donc vous aurez tous les éléments sur ce match à ce moment-là. Autre chose à vous dire, bien sûr, hein, protégez-vous, hein, pensez à vous, pensez aux autres, les masques, tout ce blabla, pour justement que l'on puisse à nouveau, le plus rapidement possible, revenir dans ce foutu stade Saint-Symphorien. Ça fait du mal de voir les lumières du stade allumées, des fois quand on passe devant, mais on espère y être à nouveau pour soutenir le FC Metz. Portez-vous bien et allez le FC Metz.